à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément une nouvelle vidéo de ma série où j'analyse chaque semaine mon propre travail finalement, mes photos pour vous faire découvrir un petit peu les coulisses, pour vous faire découvrir un petit peu les secrets de fabrication, comment les photos ont été pensées, comment les photos ont été réalisées. Alors on commence donc tout de suite cette vidéo avec la photo, une photo que j'ai réalisée avec Livy qui était donc la modèle ce jour-ci, c'était en juin 2016. Donc ça fait déjà un petit bout de temps, un shooting parisien, même si c'est du décor naturel, on peut le dire. C'était donc au parc de Daumesnil, voilà, près du lac de Daumesnil exactement, précisément, qui est assez beau. Le problème de ce parc, et comme le problème d'ailleurs de tous les parcs des grandes villes, c'est qu'on voit rapidement les immeubles derrière, donc si on veut faire une ambiance de nature, eh bien, il faut bien faire attention de ne pas les cadrer, du coup ça peut restreindre notre cadre assez rapidement. Ce qui est dommage. Et puis oui, c'est parsemé en fait de barrières, de panneaux de signalisation, de parking. Du coup, là en fait, par exemple, c'est un cadre qui tombait pile poil parce qu'il y a juste un panneau derrière cet arbre. Donc voilà, parce que ça fait vraiment tâche. Si vous prenez le parti pris de prendre, voilà, et puis vous avez le droit de prendre une photo, même si c'est en milieu urbain, de prendre une photo typée naturelle, évitez vraiment les poteaux de signalisation en plein milieu. Et encore là ici, je ne sais pas ce que c'est, quoique ça aurait pu être effacé. Bien que c'est légèrement dans le bokeh, mais il faut donc faire attention. Alors on va tout de suite voir les exifs. C'était donc à l'époque avec mon Canon 60D, donc ça a été pris avec mon 28-70 f2.8L, donc l'ancêtre du 24-70 de chez Canon. Alors la vitesse était 1/320e de seconde. Pourquoi pas f2.8 pour vraiment donc avoir une bonne qualité, parce qu'en fait moi j'aime pas, et je l'ai remarqué aussi avec tout type d'appareil photo, c'est que dès qu'il y a beaucoup de complexité et de détails dans l'arrière-plan, il y a un surcroît de netteté et ça devient pas très agréable à l'œil. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que si j'avais fermé un peu plus le diaph, donc j'aurais eu vraiment une plus grande profondeur de champ, la photo aurait été nette, les arbres auraient été nets, et généralement tout ce qui est forêt, arbres, végétation, ça rend pas forcément bien quand tout est net, surtout quand c'est pas le sujet principal. Quand on fait la photo de paysage, pourquoi pas, là pourquoi pas détacher chacune des brindilles, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais là en l'occurrence de la photo de modèle, vu que c'est juste l'arrière-plan, que ça vient juste habiller le décor, et bien que ça soit trop net, d'abord c'est géant pour la lecture de l'image parce que tous ces petits points qui auraient été nets, et bien l'œil n'aurait fait que zigzaguer entre et ça aurait vraiment gêné la lecture de l'image. Et puis parce que ça rend pas forcément bien. Et alors surtout un petit conseil en live, en vidéo, surtout quand vous filmez donc en H.264, le format de base chez Canon, donc quand vous appuyez sur Rec, et bien si vous filmez de la forêt ou quoi que ce soit, ça va être dégueulasse. Donc baissez dans les styles d'image l'accentuation de la netteté, parce que sinon ça rend horrible. Bref, parenthèse fermée, dès que je shoot donc avec où il y a de l'herbe derrière, de la forêt, du végétal, et bien je préfère largement ouvrir mon diaph pour isoler de toute façon mon sujet. Et f2.8 encore, ça reste très agréable comme ouverture, je trouve, parce que bon, même là si on est sur APS-C, c'est-à-dire que le bokeh est un peu moins qualitatif, un peu moins important, et bien quand même on arrive à garder beaucoup de netteté. Donc là on voit qu'il y a sur cet arbre est complètement net, il y a de la bonne texture, c'est agréable à travailler, c'est agréable et joli à regarder. Et là bon, c'est flou, mais c'est pas non plus des gros ronds de 50-1/8, ce qui peut être agréable aussi. Après donc ISO 400 pour être sûr donc d'avoir une vitesse toujours élevée, puisque surtout le soir tombant, la luminosité baissant, je préfère être ISO 400. Et d'ailleurs on voit qu'il n'y a pas du tout de bruit. Le seul grain qu'on retrouve ici, ça a été du grain qui a été rajouté de manière artificielle avec Lightroom pour donner un aspect argentique à la photo, puisque là de toute façon on le voit, la photo a des couleurs de pellicule, vraiment ça se sent, des teintes vertes dans les ombres. Et c'est vrai, moi qui n'aime pas beaucoup le vert, pour une fois j'ai mis une photo comme ça sur mon site avec du vert, mais on voit tout de même que c'est du vert foncé, du vert qui tend vraiment vers les bleus. Et ça c'est le seul vert que j'aime à peu près, et le vert désaturé qui est à l'extérieur, puisque étant donné que la lumière tape, la luminance augmente et donc la saturation baisse. Donc je vais vous montrer l'avant-après comme à notre petite habitude. Donc j'ai fait un recadrage bien sûr,
mais en avant-après, voilà. Donc on voit au départ que les couleurs étaient beaucoup plus, entre guillemets, naturelles, et c'est-à-dire qu'on avait ce vert comme ça, fluo, qui voilà, ne me plaisait pas. Du coup, j'ai essayé de chercher une couleur. Vraiment, ne jetez pas une photo parce qu'il y a une couleur qui vous plaît pas. Essayez vraiment de jouer avec les curseurs, de tester un maximum de combinaisons pour trouver une couleur agréable, en tout cas qui vous est agréable, puisque c'est ça qui est important, que cela vous plaise. Et dans la photo d'origine, donc il y avait des aberrations chromatiques. Alors pourquoi? Parce que le 28-70 il commençait à se faire vieux, voilà, et qu'il y avait des aberrations chromatiques dans le bokeh, et du coup j'en ai profité finalement, j'ai exploité cette faiblesse entre guillemets due à un défaut technique pour en faire quelque chose de créatif, puisque j'ai teint ces aberrations en violet. Alors bon, est-ce que c'était une bonne idée à l'époque? Aujourd'hui je le pense toujours. Un violet très désaturé bien sûr, il ne faut pas que ça perturbe l'œil, encore une fois, c'est important de rester, surtout quand on fait de la photo de modèle, de rester concentré sur le sujet, donc d'habiller le décor, mais de pas distraire votre œil de façon trop importante. Et donc là on voit par exemple que ce violet vient se répercuter un petit peu partout. J'ai essayé d'en disposer quelques touches pour que ça soit harmonieux et pour que l'arrière-plan finalement ne se résume pas à une seule teinte, à un seul vert, même aussi beau soit-il. Parce que par exemple quand on regarde la photo d'origine, on voit là qu'il y a beaucoup moins de dégradé, de complexité dans l'arrière-plan. Pourquoi ? Parce qu'on a une sorte de jaune-vert clair ici, qui donc vient de l'ombre portée, et qui se reflète ici, puisque le soleil, là il traverse pas les arbres, donc on est à l'ombre, et là il tape dans la clairière. Sauf que dans la version retouchée, eh bien il y a beaucoup plus, je trouve, de nuances de teinte, puisque donc on a ce violet qu'on retrouvait un peu désaturé, on a ce jaune ici qui est resté, que j'ai laissé volontairement un petit peu saturé de base, j'ai désaturé le vert, donc on a parfois du vert presque noir et blanc, on a du vert foncé, ici on a du vert clair, ici on a du jaune orange très clair, donc finalement il y a beaucoup plus de nuances, et même dans les cheveux. Dans les cheveux, bon là, on sent, dans l'image d'origine, on sent que bon, oui, en effet, la photo a été prise, le soleil se couchait, il y a une lumière qui commence à être stylée, mais elle n'est pas assez présente. En fait, la lumière elle-même n'est pas assez présente, ne nous attaque pas assez le regard, finalement, elle n'est pas assez contrastée, pas assez vive, pas assez saturée, et du coup, là, on le sent beaucoup plus, le coucher de soleil, on le sent beaucoup plus la teinte orangée qui vient taper le visage, et parce que aussi, les cheveux ont été recontrastés et resaturés. Ce qui est vraiment important de passer, donc il ne suffit pas juste de pousser le curseur contraste pour augmenter le contraste, il faut aussi appliquer des petites touches localisées sur le sujet que l'on désire contraster pour que ça soit fait avec nuance et qu'il y ait encore la notion de vraisemblable. J'insiste à chaque fois dans mes analyses de photos, mais c'est vraiment ça qui est important, et pour que ça soit réaliste et que ça rende bien, tout simplement. Et puis donc là on a une unité de couleur de toute façon avec cet orange qui a été ressorti, qui a été resaturé avec notamment la veste du modèle, donc qui est à peu près, qui vient faire écho à la chevelure, qui vient faire écho à la peau, et on a même d'ailleurs le même dégradé de couleur, on reste dans la même gamme tonale pour ce qui est des lèvres, c'est pas un rouge à lèvres rouge fluo qui n'aurait rien à voir avec l'ambiance et qui serait juste venu dénoter, ça aurait été d'assez mauvais goût à mon sens. Et puis bien sûr j'ai nettoyé donc les plis des vêtements aussi quand ils sont trop visibles. Quand ils sont trop visibles, c'est assez désagréable à la vue. J'ai bien sûr effacé un petit peu les cernes qui ne rendaient pas hommage à la modèle. Alors quelle est finalement, on me pose souvent cette question, quelle est la politique en ce qui concerne les retouches des visages. Alors bon, ça dépendait vraiment de mes périodes photographiques, mais je pouvais par exemple quand je fais du portrait de modèle comme ça en extérieur, et bien généralement donc c'est pour lui donner de belles photos, et le but c'est qu'elle se reconnaisse aussi sur les images, donc ça sert à rien de commencer à lui retoucher la face comme on voit dans les magazines, et puis c'est pas le but de toute façon de ce genre de photos, ça va être plus adapté au studio où on vise une perfection de la lumière, de texture et tout, et donc là en l'occurrence on cherche juste à retranscrire une émotion, un moment de vie, on peut appeler ça une photo lifestyle. Donc le but, si vous voulez, c'est de mettre en avant la beauté du modèle, mais tout en ne la dénaturant pas. Et c'est ça qui est compliqué, parce qu'il faut trouver justement un juste milieu, un certain équilibre. Et en l'occurrence, donc les cernes, généralement, je me fais une mission de les éliminer au plus possible. Puisque voilà, on peut avoir fait la fête le jour d'avant, on peut être fatigué, même si on s'est préparé pour le shoot, voilà, le train-train de la vie quotidienne prend le pas, le dessus. Et donc les cernes, c'est facilement enlevable en plus. Et alors il faut pas trop le faire, faut pas non plus faire un truc tout lisse, puisque là on voit qu'ils restent toujours, puisqu'ils font partie de la personne. Peut-être elle aussi naturellement, elle est ridée de cette partie du corps, ou alors elle a des cernes naturelles qui restent indéfiniment. Et donc ça fait partie
de sa personnalité, d'elle, de son personnage. Donc il faut les laisser, mais on peut les réduire un peu pour pas avoir les grosses poches comme ça en mode zombie. Donc ça c'est possible. Et puis bien sûr j'enlève quand il y a des boutons par exemple, parce que bon bah c'est pas agréable, on se lève le matin, on a un shoot l'après-midi, la modèle elle va pas décommander et elle est là, oh merde, elle essaie de le cacher en plus avec 3 tonnes de maquillage, ça se voit et tout, c'est chiant. Donc généralement ce que je leur dis c'est qu'il n'y a pas d'inquiétude et que c'est très très facile à enlever un bouton, puisque c'est finalement un amas de pixels différents qui est entouré de peau, de texture, qui est un motif uni et qu'il est facile vraiment aujourd'hui avec les correcteurs de matière dans les applications Photoshop, Lightroom et tout, même d'autres d'ailleurs, de supprimer ce genre d'imperfection de la peau. Donc voilà, et après bon, j'essaye vraiment de pas lisser à outrance l'image pour que ça garde un aspect naturel. Ensuite on a vu aussi dans la photo d'origine que les cheveux n'étaient pas placés de la même manière exactement. Alors pourquoi? Parce qu'elle les a coiffés dans une position et elle aurait dû continuer son geste en fait pour véritablement aplatir et pour que la courbe de ses cheveux soit harmonieuse. Alors ça, sur le moment on s'en rend pas forcément compte, donc c'est pour ça qu'il est important aussi de prendre du temps pour regarder ces images au dos du boîtier et pour même les retoucher, parce que après on va se souvenir bien qu'on aurait moins galéré en post-prod à recréer la courbe en lui demandant juste de repasser une fois de plus sa main dans les cheveux pour que ça rentre bien. Et là la courbe est beaucoup plus esthétique sans pour autant être parfaite. On ne demande pas en fait, il faut pas que vous retouchiez avec, donc ça j'ai fait avec l'outil Fluidité. Il ne faut pas que vous retouchiez ce genre de courbe, de géométrie, de ligne dans votre image de manière parfaite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça fasse un arc de cercle parfaitement parfait, puisque là on garde dans ce genre de photo un aspect, une esthétique du naturel, rappelons-le. Donc il faut qu'il y ait des petites variations, mais il faut que ça reste un peu plus courbe que tout à l'heure. Voilà. Et puis de toute façon dans la nature, dites-vous qu'il n'y a jamais de ligne totalement droite. Ça c'est ce qu'on apprend en faisant du dessin. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à faire du dessin, à apprendre à dessiner des portraits. C'est vraiment très formateur après pour la retouche. Donc de toute façon voilà, ça n'aurait pas fait naturel et puis ça n'aurait pas fait beau. Même parfait n'est pas synonyme de beau. Après en ce qui concerne la composition de l'image, si on fait apparaître donc la grille des tiers, eh bien on voit que on l'a pas forcément respecté, mais ce n'est encore une fois pas grave, mais on sent que notre sujet est un petit peu décentré, c'est-à-dire il n'est pas pile au milieu de l'image, il est un peu décentré vers la gauche, et puis eh bien il y a ce tronc d'arbre. Finalement, à quoi il sert ce tronc d'arbre? Il sert à fermer le cadre d'un côté de l'image. N'hésitez pas à vous servir d'éléments pour fermer le cadre, surtout si ici par exemple ce n'était pas forcément esthétique, ou alors ça continuait sur du lumineux. Là ça peut être intéressant au niveau de la composition, ça vient créer des lignes de force, ça vient rappeler les lignes de derrière sur les arbres ici. Donc ça peut être de toute manière intéressant de placer des éléments, donc n'essayez pas vraiment, essayez d'innover. Et puis surtout ça crée un effet de profondeur, ça crée un effet de perspective, de gestion des plans, dans le sens où là on sent bien qu'elle est sur un premier plan qui est délimité notamment par cet arbre, que là il y a un deuxième plan qui est délimité par ces autres rangées d'arbres, et qu'il y a un troisième plan qui est délimité tant qu'à lui par la lumière et qui nous fait apparaître la clairière. Donc ça crée une image, si vous voulez, avec un effet 3D où il y a de la profondeur, où il est intéressant de s'y attarder, parce que si le fond était tout uni, par exemple si j'avais pris devant l'arbre, bon le motif géométrique de décor c'est joli, mais ça aurait vite ennuyé les gens, ennuyé le spectateur. Et si je l'avais enlevé, eh bien on aurait eu l'impression qu'elle était un petit peu collée, entre guillemets, j'exagère volontairement, mais un petit peu collée, détourée avec un photomontage raté, collé sur cet arrière-plan qui n'aurait plus contenu que deux sous-plans finalement, et du coup ça aurait été dommage, puisque là en fait on pouvait le faire, hein, c'est possible, hein, ça fera une bonne photo quand même, mais là si vous voulez c'est des astuces et des techniques pour rajouter de la complexité à l'arrière-plan, rajouter de la complexité à l'image et donc de l'intérêt à celle-ci finalement. Et puis dernier point de cette petite vidéo, c'est on remarquera donc quand on zoome, alors ça malheureusement celle-là elle est de mauvaise qualité, c'est sur Photoshop, hop, je crois que sur Lightroom voilà on a un peu plus de qualité, on sent en fait que ses yeux sont humides. Alors pourquoi ses yeux sont humides? Alors soit c'est donc le modèle, parce qu'on lui a demandé d'avoir une pose particulière, de ne pas sourire, de vraiment faire ressortir un souvenir d'enfance, pourquoi pas, c'est une technique, de penser à quelque chose de triste, parce qu'on voulait un petit aspect de mélancolie, un petit aspect voilà tristouné, ou alors parce que tout simplement elle avait la lumière dans les yeux, mais du coup ses yeux se sont mouillés naturellement. Mais voilà, en fait ça, ce petit détail finalement, ce micro détail auquel il faut zoomer à 100% pour le voir, ajoute à mon sens, vraiment fait la différence dans cette photo. Amène l'image à un autre niveau. Alors je sais pas si vous l'aviez remarqué au départ, mais il faut pas forcément en fait remarquer ce genre de détails consciemment. Quand vous allez demander à quelqu'un qu'est-ce qui fait que cette photo est mieux que les autres, par exemple, dans votre processus, dans votre tri de sélection là, parmi toutes les autres que j'ai prises durant ce shoot, eh bien il n'y a pas forcément savoir dire quoi, mais moi je vous le dis que souvent c'est les petits détails, c'est la succession de petits détails qui font de bonnes images.
Et là, en l'occurrence, ce genre de petits détails comme les yeux qui sont humides, les points, donc là, ça, les points de lumière dans la pupille noire, bon voilà, hein, on le voit partout, ce genre d'effet, etc. Mais le fait que voilà, ça soit un peu humide et puis qu'on soit en face au soleil, donc la lumière tape dans le bon angle, eh bien, crée en fait une empathie chez nous, chez le spectateur qui va être un peu plus profonde. Voilà, on va un peu plus s'immerger dans son regard et à mon sens en tout cas, ça amène véritablement l'image à un autre niveau. Voilà, et bien cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris encore une fois plein de choses. N'hésitez pas, comme je le dis souvent, à me laisser en commentaire vos questions, s'il y a des points auxquels je vous n'ai pas répondu sur cette image en particulier. Et puis n'oubliez pas aussi que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre Comment devenir un meilleur photographe en PDF dans la description, où je vous donne justement plein d'astuces pour faire de meilleures photos, tous ces petits détails finalement qui font que qu'une photo est bonne ou mauvaise. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous! J'ai bien filé cette vidéo et ça t'a plu, alors n'hésite surtout pas à t'abonner en cliquant juste ici en dessous pour rejoindre les folles aventures de Vince. Salut!